Donc au premier plan, la fontaine pour insectes qui fonctionne bien. Il y a pas beaucoup de soleil, donc le jet d'eau monte pas très haut, mais c'est pas grave, les cailloux sont humides. Donc si les abeilles manquent d'eau, elles pourront venir là. Même si j'ai pas vu beaucoup d'insectes boire. On verra avec le temps. Donc ce matin, je sais pas quelle heure il est, peut-être 11 heures. Je suis venu tester les nouvelles tentes que j'ai reçues, que j'ai fait fabriquer pour la partie tissu en bas, le voile. Je l'ai fait fabriquer en Chine pour des histoires de prix, hein, parce que là en France c'était vraiment pas possible. Impossible de trouver des gens qui veulent coudre. Ceux que j'ai trouvés, ils savaient pas couper du tissu. Et ensuite, ils demandaient, même 5 euros par tente, ils voulaient pas quoi. Donc c'était complètement impossible quoi. Financièrement, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Donc j'ai mis du temps à comprendre. Et j'ai fini par me dire que effectivement, si on veut faire fabriquer quelque chose à un prix raisonnable, il faut le faire en Chine. Et évidemment, en Chine, j'ai trouvé des contacts super sympas, super rapides sur Alibaba, des gens incroyables quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai reçu 150 tentes hier. Et je les ai examinées. Bon, c'est pas mal. Il y a des libertés qui ont été prises. Ah tiens, un frelon qui arrive, qui va peut-être se faire capturer, ce serait sympa. Il a l'air assez gros quand même, hein. Là, comme ça, d'ici, moi je dis pas que c'est un petit frelon, hein. Intéressant. Très intéressant. On va voir ce que ça donne. Ah, si en plus je peux tester la nouvelle tente contre le frelon, ce serait bien. Là, il est sur la ruche panier. Franchement, ce frelon est bizarre. Il vole bizarrement. Franchement, c'est un touriste. Hein. Je sais pas ce que c'est que ce frelon, mais il est bizarre. Donc, il y a des améliorations sur la nouvelle tente frontale qui sont intéressantes. C'est des améliorations pour baisser le prix de la tente. Je veux que la tente coûte le moins cher possible, pour plein de raisons. Parce que je sais que les apiculteurs ne dépensent pas beaucoup d'argent pour leur ruche. Donc, je pense qu'il faut offrir des produits le moins cher possible. Pour éviter aussi que les gens fabriquent leur propre tente et se plantent complètement. Parce que le problème de la tente, c'est que les gens vont vraiment rien comprendre. Et ils vont faire n'importe quoi. Ils vont ajouter des bouteilles au-dessus. Ils vont pas comprendre qu'on peut laisser... Ah putain, un autre, le frelon sur le... Je sais pas si c'est le même. À sa façon de... Bonjour. Ah, au revoir alors. Bonne journée. Bonjour. Je suis en train de faire la vidéo de ma nouvelle tente anti-frelon. Un peu de zazen, mais je suis pas doué pour la méditation, donc je connais la position assise à la japonaise, mais après non, je connais pas plus. J'ai réinstallé la tente, mais là il n'y a pas beaucoup de frelons là, hein. Mais c'est surtout pour tester le nouveau modèle que j'ai reçu de Chine. J'en ai fait fabriquer 500. Ah bon? Ouais. J'ai pas réussi à le faire en France. J'ai pas réussi. Et donc là, je teste. Il y a des petites améliorations techniques et donc je teste pour voir si tout se passe bien. J'ai fait des simplifications en haut et là, je vérifie que c'est pas négatif. Sinon, d'un point de vue jardin, je sais pas, il y a des trucs un peu secs. J'ai demandé là, Ouais, moi j'ai proposé d'enlever ça. Elle dit non, faut le garder. Alors, pas ça là, non, plutôt là où c'est. Les trucs un peu moches devant là. Oui. Ça, je vais le couper alors. Ouais. J'ai de quoi le couper, je vais le faire. Ouais. Ouais, pas de souci. Oui, ça fera un peu plus propre. Ouais, un petit peu fouillis là, sec devant, ouais. Ouais, pas de problème. Et ils resteront combien de temps j'ai pour leur vanter les mérites de mon rucher? Ah, pas longtemps. Oh là là. C'est parce qu'ils ont tout le tour de ville à faire. Hein, D'accord. Combien de temps? Est-ce que je peux les habiller? Ah non. Oh. Non. Oh, les petits joueurs. Je peux même pas les habiller. Ils ont déjà ils ont toute la ville à faire, le haut de la ville. D'accord. Bon, dans ce cas, c'est bien de me le dire, je vais faire la version courte. Courte, oui, courte.
Ouais. Ah oui, oui, oui. Je vais, puisque il faut être original, je vais en 2 mots leur parler de la tente parce que c'est un truc unique sur la planète. Hein. Oui, oui. Bah, Il n'existe nulle part ailleurs un piège qui protège. C'est le seul. Donc c'est une particularité de Krone. ok. Ça a été inventé à Krone et on est les seuls à en bénéficier, à part quelques personnes. L'inventeur, c'est vous? Hein? Et l'inventeur, c'est moi et mon fils. Ah, d'accord. Breveté, hein? Je rigole pas, hein? Ah bon? Ouais. Bon, super. Par contre, pour avoir le brevet jusqu'au bout, faut se battre. Hein. Bah, comme moi, j'avais dans la famille de côté Stéphanie Delage, parce que moi, c'est mon gardant, moi, je suis la pièce rapportée. L'arrière-grand-père qui avait fait breveter un système pour remettre ça s'appelle tout ce qui est arbres fruitiers contre les murs. Donc, un système pour tenir Oui. les arbres. J'ai tout le. Et il avait réussi? Il avait eu son brevet? Oui, il l'a eu, mais après, c'est. Bah, Oui, il avait fait breveter. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est un peu un parcours du combattant. Hein. Moi, au début, j'étais déçu. À côté de notre maison, il y avait le verger, un verger. Et c'était ici? C'était dans le secteur, là? C'était ici? Oui, c'était où vous voyez où j'habite. Oui, oui. De chaque côté de ma maison, d'un côté, il y avait l'écurie, enfin, il y avait les trucs côté de la. Donc vous avez connu Krone il y a longtemps? Ça a changé beaucoup? C'est du côté de mon mari. D'accord. Et ils ont la maison depuis. Moi, nous, on a racheté la maison, elle est de 1876. Ah ouais. Et je pense qu'il y avait une famille avant. Et le terrain, c'était devant la ferme. Et où ils ont mis à côté de chez moi les 3 constructions, Ouais. vous savez, qui est collé à ma maison. Ouais. C'était le verger. C'est là qu'il faisait son. C'est là qu'il faisait ses créations. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Hein. C'était un grand terrain de 1200 mètres carrés. Et après les successions, il y a une partie qui a été vendue pour avoir de l'argent, où il y a le verger. Et après, ça a été séparé en 2 lots de 400 mètres carrés. D'accord. Ensuite, succession. Ouais, ouais. Et nous, on a gardé la maison. Et mon fils a gardé. Je suis surpris parce que petit à petit, je découvre, j'ai ma voisine de palier, qui est arrivée il y a pas longtemps, et j'étais surpris d'apprendre qu'elle est de Krone, que ses parents, qu'elle a toujours vécu à côté de la mairie. Dans le petit... C'est qui? Ah bah, je connais pas son nom. Ah. Ouais, je suis comme ça, moi, je connais pas. Mon mari la connaît, puisque. Bah, elle me dit qu'elle a toujours vécu. Il est né à la mairie. C'est une dame, elle a un jeune garçon, elle a un gros chien très sympa, noir. Et elle a habité, ses parents habitent encore juste à côté de la mairie, une propriété pas très visible. Moi, j'étais surpris de voir qu'il y a des gens qui sont du coin, quoi. Ah oui, oui, ils restent dans le coin. Ouais. Ils veulent rester. Ouais, bien sûr, ils sont attachés et là, le monsieur il aime bien les abeilles aussi, il est aussi apiculteur, je crois, qui est là, il garde sa propriété quoi qu'il arrive. Hein. La mairie voulait lui racheter, c'est hors de question. Hein. Ah oui, non. À côté, là, il est attaché à son truc. Hein. Par contre, je me demandais, là, le terrain qui est derrière, qui n'est pas utilisé, la mairie ne lorgne pas dessus? Non, pas spécialement, parce qu'il fait rien, il sert à rien ce terrain. Il n'est pas utilisé apparemment. Je sais pas s'il est pas. Il m'a dit que ça appartient à une copropriété qui est là derrière. Mais apparemment, c'est même pas utilisé comme parc, je sais pas. Faudrait voir avec la copropriété. J'ai posé mon indicateur. Bon, je sais plus où j'en étais. Bon, dans le jardin. Ouais, ça bosse dans le jardin médiéval. Parce qu'il y a des examinateurs pour les jardins, pour les villes fleuries qui vont venir lundi. Et donc, il faut se préparer. Donc moi, on m'a demandé de présenter le rucher, mais bon, si c'est en 5 minutes, c'est pas la peine de préparer. Hein. Je vais juste couper un peu l'herbe et puis je dirai 2 mots du rucher, hein, franchement. Donc la tente. Personne à gauche, personne à droite. Je peux y aller. La tente, les améliorations de la tente, qui sont orientées économiques, c'est-à-dire pour la fabriquer moins cher. Il y a des côtés ergonomiques aussi. Donc, la partie basse de la tente est fermée. Et ça, j'avais remarqué l'année dernière que on a quelques regrets quand il y a des frelons qui partent par en dessous, un peu par hasard. On se dit que quand ils sont rentrés dans la tente, c'est quand même mieux qu'ils y restent. Donc, en ayant une tente fermée jusqu'en bas, c'est un plus.
c'est une chose. La tente s'enfile comme une chaussette, ça n'a pas changé, mais la nouveauté c'est que en haut, le tissu maillé qui laisse passer les abeilles, qui ne laisse pas passer les frelons, en tout cas pas les frelons avec une proie, ce tissu n'est plus fixé, il n'est plus cousu à la tente, il est juste posé sur le toit. Avec l'avantage, c'est que ça coûte moins cher à faire. C'est amovible, donc des gens qui voudraient retirer des frelons, ils pourraient le faire. Je dis pas que ça sert à quelque chose, mais on pourrait le faire. Et on peut aussi échanger le tissu par un autre si, imaginons que on se rende compte que les apiculteurs ne veulent absolument pas laisser sortir aucun frelon, admettons une lubie, on pourrait proposer un autre tissu maillé facilement et le poser dessus. Voilà les petites améliorations. Mais vraiment l'essentiel c'est l'économie, essayer de faire une tente la moins chère possible. Donc là, du coup, voici une annonce. Si des gens veulent bêta tester la tente, c'est possible d'en acheter. Le prix, je pense que le prix d'une tente seule, ça va être, que je dise pas de bêtises, il se pourrait que ce soit 30 €, le prix d'une tente seule. 30 € TTC, je pense. Et dès qu'on va acheter 2 tentes, ça va passer à 25 € TTC, auquel il faudra rajouter quelques euros de transport en mondial relais. Donc voilà une annonce. Donc là je vais fabriquer des tentes, parce que c'est moi qui fabrique la partie cadre. C'est pareil, c'est toute une galère pour trouver des matériaux. Les tubes, c'est fait avec des tubes PVC. On peut pas trop les faire venir de Chine parce que là en ce moment les transports sont trop chers. Donc là ce sont des tubes italiens que j'ai eu à un plutôt bon prix, même si je les ai pas achetés directement à Gewiss. Donc je fabrique les cadres, c'est pas très compliqué. Alors il y a une personne là à l'esprit pas très ouvert, je vais pas donner son nom, qui m'a fait un commentaire plutôt pas sympa. Je lui ai proposé même d'envoyer une tente et il a dit non, c'est un gadget, moi les grands ruchers, tout ça, je pense que ça sert à rien. Et en plus avec le prix, j'ai mieux fait de le fabriquer moi-même. Donc là j'étais surpris parce qu'il n'y avait pas encore de prix sur la tente, donc là je n'ai pas très bien compris le commentaire, mais j'ai pas relevé. Et quant à fabriquer soi-même les tentes, oui, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Mais justement l'idée de pourquoi je l'ai commercialisé, en dehors d'aller gagner de l'argent, ce qui m'arrangerait parce que moi je vends jamais de miel, c'est un loisir, l'apiculture pour moi, donc je ne fais que dépenser de l'argent. J'achète des ruches, je les offre aux débutants, donc je dépense beaucoup d'argent dans l'apiculture et je n'en gagne jamais puisque je ne vends jamais rien. Donc là, si je peux récupérer un peu d'argent en rendant en plus service aux gens en ayant des tentes, pour moi c'est plutôt pas mal. Donc il y avait ça, l'idée de s'enrichir, et puis aussi le fait que il y a plein de gens, même si la fabrication d'une tente n'est pas si compliquée, la plupart des gens ne sont pas capables d'en fabriquer. Même si j'ai des précédents, l'année dernière, j'ai plusieurs personnes à Bordeaux et dans la région parisienne qui ont fabriqué leurs tentes et les tentes sont nickel. Donc un salut à Léa de Bordeaux qui m'a envoyé des photos de ses tentes, c'est nickel. Franchement, elle s'est fait envoyer du tissu maillé, ça c'est un peu technique, il faut savoir le trouver. Donc je lui ai envoyé le tissu maillé et elle a fait tout le reste et c'est impeccable. Donc bravo Léa. C'est pas la seule, il y a une autre personne, j'ai un peu perdu le contact, qui m'avait envoyé des photos de tentes super bien faites. Donc c'est complètement faisable. Effectivement, il faut savoir coudre, c'est mieux. La tente, si on veut la faire proprement, il faut savoir coudre, mais bon, c'est pas non plus de la couture impossible. Donc voilà, pour ceux qui veulent fabriquer leur propre tente, il n'y a pas de problème. Et mon argument commercial, c'est de dire que je me suis débrouillé pour que les tentes soient très peu chères et que si on en achète une ou deux ou trois, ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter à les fabriquer, autant les acheter. Et il n'y a pas photo.
Donc là j'ai déjà quelques personnes qui m'ont acheté même 5 ou 10 tentes, donc je vais me dépêcher de leur envoyer. Ah putain, c'est bon les abeilles, hein. Ça faisait longtemps que je n'étais pas fait cibler. Alors, donc je vais me dépêcher de les fabriquer. Tous les jours je vais en fabriquer plusieurs et je vais les expédier. Et voilà, et donc là je suis venu tester un point technique intéressant. C'est que, là je m'adresse aux ingénieurs en herbe, c'est que on voit en haut, dans la tente de l'an passé, le tissu maillé descend, il y a un rebord. L'idée c'est que si les abeilles montent verticalement sur le tissu, il ne faut pas qu'elles soient bloquées par le tube. Si elles sont bloquées par le tube, elles vont mourir et on n'a pas du tout, et c'est très négatif quoi, ça va pas. Pas tolérer que des abeilles meurent juste en traversant le grillage. Donc il y avait ce rebord qui leur permettait de sortir. Donc comme moi je pose maintenant le tissu par-dessus, eh bien naturellement cette partie-là se ferme, c'est fermé. Donc j'avais collé des mousses le long du tissu blanc pour laisser un espace de 5 mm entre le voile blanc et le tube horizontal pour que les abeilles puissent passer. C'est pas mal. Mais ça fait des détails de construction, ça ralentit la construction, ça complique un peu. J'ai pas trop intérêt à faire ça parce que c'est moi qui fais le boulot quand même, hein. Alors j'ai eu une autre idée, c'est de dire je laisse tomber cet espace. Et si j'ai de la chance, les abeilles ne seront pas coincées. Et donc c'est ça le test d'aujourd'hui. Je vais laisser la tente installée toute la journée. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce test, j'ai pas besoin d'abeilles, j'ai pas besoin de frelons, puisque je teste le comportement des abeilles. Donc je vais laisser la tente toute seule, je vais revenir dans l'après-midi, et je vais voir si j'ai des pauvres abeilles qui restent coincées sous le tube. Et si c'est pas le cas, bah c'est génial, ça veut dire que j'arrête de m'embêter à mettre des mousses, et je pose simplement le tissu maillé sur le toit. Alors un autre détail de construction, pour éviter que le tissu s'envole, il y a des vis, il y a une vis sur chaque connecteur aux 4 coins, et le tissu est coincé sur ces vis, il est tendu et coincé sur ces vis. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Je suis content de ma petite description. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Que mon premier commentaire, c'est que là les abeilles je vois aucune abeille qui sont coincées. Et si c'était le cas, je le verrais déjà. Donc là c'est plutôt positif. Les abeilles s'échappent du tissu. En fait, je pense qu'elles sont pas coincées sous le tube parce que à un moment donné, quand elles décident de traverser le grillage, le tissu maillé, je veux dire, je sais pas si c'est plus un grillage. Avant c'était un grillage en plastique, mais là c'est simplement un tissu maillé. En fait, les abeilles, elles peuvent le traverser comme elles veulent, mais elles n'aiment pas trop se poser. Quand elles volent, elles veulent pas se poser. Elles sont feignantes. Donc elles volent. Elles se rendent compte au bout d'un moment qu'il va falloir se poser. Et quand elles se posent, elles savent exactement où se poser. Elles comprennent tout de suite que le voile, ça passe pas. Et que s'il faut se poser, c'est sur le tissu maillé. Donc, tout ça pour dire que c'est bien pour moi, quoi. C'est bien pour moi. Je vais pouvoir faire le modèle dans lequel il n'y a pas d'espacement entre le tube et le voile blanc. C'est génial, ça me fait moins de travail. Je crois que j'ai terminé là, hein. Je crois que j'ai terminé. On voit que j'ai installé un bandeau, hein, pour diminuer la hauteur de la porte. Là c'est un réglage qu'il faut faire, sachant que d'un côté on veut surtout pas que les abeilles soient gênées quand elles partent, ou quand elles rentrent, surtout quand elles partent, parce qu'elles partent comme des fusées. Donc si elles partent comme une fusée et qu'elles tapent dans le voile, elle va monter en haut de la tente et elle va se fatiguer. Donc effectivement, on veut quelques abeilles en haut de la tente pour attirer les frelons, mais on n'en veut pas trop parce qu'on veut pas les fatiguer. Donc, c'est une affaire de réglage de la hauteur de la porte. Donc c'est à ça que sert le bandeau. Bon. Je pense que je peux arrêter ma vidéo. La fontaine est en mode ralenti. Là, ça me stresse la cloche. Il y a un frelon qui est devant la tente.
Il y a un frelon qui est dans la tente hein, quand même. Voilà un frelon qui est monté dans la tente, on va pouvoir le tester. C'est intéressant, hein? Allez, on va voir ça. Mets le chapeau quand même. Hein. Allez, voyons ça, voyons ce que ça donne. Voilà le frelon. Ouais, le frelon là, il a une bonne taille. Hein. Oula. Puis chier les cloches, putain. Alors, le frelon, il est en haut de la tente et il chasse. Il n'est pas en mode je veux partir. Donc en théorie, un frelon qui chasse devrait pouvoir s'échapper de la tente. Mais là, il est beaucoup trop haut et je pense qu'il va pas le faire. Je pense qu'il va... Oh, pas le faire. Alors, on voit qu'il chasse pas très bien parce que même en haut de la tente, il n'arrive pas à capturer. Donc, franchement, c'est des frelons de première génération. On voit qu'ils n'ont pas l'expérience. Ce frelon devrait avoir capturé une abeille depuis longtemps. Donc, conclusion. Là, mon impression c'est que ce frelon est resté trop longtemps en haut de la tente. Il ne pourra pas s'échapper. Alors, je rabâche un peu de théorie. Quand un frelon veut retourner au nid, veut s'échapper, il va vers le haut et donc il ne peut pas s'échapper, il ne peut pas sortir de la tente. Donc il y a deux possibilités pour qu'il aille en haut de la tente. Soit il a capturé une abeille, il la découpe en haut de la tente et ensuite il veut partir avec et il ne peut pas. Soit depuis l'année dernière, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de frelons qui n'ont même pas capturé une abeille. Ils montent en haut de la tente, ils voient d'autres frelons qui veulent sortir. Ils alignent leur comportement sur eux. Il a capturé une abeille là. Le frelon a capturé une abeille. Et voilà. Voilà typique. Bah là j'ai une démonstration complète. Hein. Donc là, voilà un frelon qui a capturé une abeille et qui vole. Pourquoi il vole? Il vole pour aller s'installer dans un arbre et découper l'abeille. Donc là, il va commencer à s'épuiser. On le voit voler là. Il va voler. Comme je dis souvent, j'ai une formule. Un frelon, ça ne se fatigue pas, ça meurt d'épuisement. Donc ce frelon va voler pendant peut-être des heures, 1 heure, ou j'en sais rien. Mais à un moment donné, ou peut-être 20 minutes, j'en sais rien, 10 minutes, il va voler pendant assez longtemps pour s'échapper parce que il est très courageux. Et il va finir par se poser quand même. Il va découper son abeille. Et après, il va reprendre... il va décider de la découper ici parce qu'il peut pas le faire sur un arbre. Quand il aura découpé son abeille... Bon, l'abeille est foutue, hein. Quand il aura découpé son abeille, il va se remettre à voler pour sortir. Il ne pourra pas sortir. Alors là, il y avait une interrogation. Comment je fais pour parler autant? C'est pas possible. Non mais après, le soir, je suis crevé. Hein. Et si on ajoute la température, c'est dur. Hein. Apiculteur, chercheur, c'est dur. Allez. Donc, je sais plus ce que je disais. Mais en gros, oui, si ça avait été un petit frelon, et là, franchement, je ne vois pas un petit frelon. Hein, là. Si ça avait été un frelon, il y avait une interrogation sur le fait de savoir s'il allait pouvoir traverser le tissu maillé. Normalement, oui. Au tout début, les frelons sont à peine plus gros qu'un faux bourdon. Enfin, j'exagère, hein, je pense. Et donc, ils peuvent sortir. Et on s'en fout. Donc, il faudra bien que j'explique. Ça va être dur, ça. Ça va être la partie difficile. Il va falloir que j'explique aux apiculteurs que le fait qu'un frelon s'échappe du rucher n'a pas d'importance à condition qu'il s'échappe sans abeille. Alors donc je rappelle la théorie de la tente. Je me fatigue moi-même. C'est que la tente anti-frelon, d'abord, n'est pas une tente, n'est pas un abri. On n'essaie pas d'empêcher les frelons d'arriver jusqu'à la ruche, comme ça a déjà été expérimenté sans aucun succès, bien sûr. Les filets. La tente, c'est vraiment un piège à frelons. Et on essaie de capturer, et ça pourrait marcher avec d'autres pièges, hein, on essaie de capturer les frelons éclaireurs. Les frelons éclaireurs, ce sont ceux qui, naturellement, reviennent au nid avec des proies et sont suivis. Ils explorent le territoire, ils découvrent des nouvelles sources de nourriture
ils reviennent avec des proies, et les autres frelons spontanément les suivent, parce que probablement qu'ils doivent balancer des messages de satisfaction qui font que les autres détectent que ce sont des frelons qu'il faut suivre. Et nous, par simplification, on dit des frelons éclaireurs. Mais évidemment, c'est pas un rôle administratif dans le nid, hein, sans doute. Donc, je parle tout seul, il y a deux raisons. C'est d'abord, je suis déjà un peu fou, et ensuite, je suis un YouTuber. Donc voilà. Donc le frelon, ben voilà une bonne démonstration. Hein. Première démonstration complète. Là, j'ai un petit peu de chance. Hein. J'arrive avec ma tente, un frelon de bonne taille se pointe. Et donc là, on voit que le frelon ne peut pas traverser directement. Il faudrait qu'il se pose. Il traversera jamais avec l'abeille. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Donc je vais attendre un peu. Je vais filmer pour montrer que effectivement, le truc qui n'est pas intuitif pour tout le monde. Tout le monde dit mais il s'échappe pas, il descend pas dans la tente. Eh ben non, il le fait pas. Les insectes, c'est pas que les frelons. Les insectes, quand ils veulent s'échapper, ils partent vers le haut. Ils descendent pas. Et c'est pas que les frelons. Par exemple, les abeilles ne vont pas redescendre vers la porte. Elles vont traverser le grillage. Donc 2 tests positifs pour moi ce matin. Il n'y a pas d'abeilles coincées sous le tube. Enfin, ça, c'est franchement... Bon, ceci dit, il y a un espace quand même, là. Faudrait que je l'enlève, l'espace. Là, il y a une mousse. Je suis con. Putain, il faut que j'enlève la mousse. Mais, visiblement, il n'y a pas d'abeilles qui sortent entre le tube et le tissu. On voit ce que je veux dire, hein. Là, j'ai mis une mousse. Ce qui fait que, entre le tube et le tissu, ben, il y a 5 mm et les abeilles peuvent passer. Il y a Léa qui me faisait remarquer, Léa qui est, je crois que c'est de la graine d'ingénieur, Léa, elle est très pointue. Elle me faisait remarquer que les frelons vont pousser, comme mon tissu maillé n'est pas cousu, elle pense que peut-être les frelons vont pousser le tissu pour s'échapper. Mais on va tester ça, mais j'y crois pas, faut pas pousser non plus, hein, ils sont pas intelligents pour comprendre que là il y a une possibilité de... Ils savent pas faire ça. Mais on testera. Ah, les abeilles, ça va. Les abeilles commencent à me tourner autour, je sais pas pourquoi. Voilà, mon test est génial. Premier test. Les abeilles ne sont pas coincées, j'étais venu pour ça. Deuxième test, capture d'un frelon en réel. Hein. Ça, c'est du réel. Hein. Donc, imaginez, on est le matin, il n'y a pas eu de frelon. Il n'y a pas encore eu de frelon. Les premiers frelons qui découvrent le territoire, parce qu'ils font ce travail tous les jours et toute la journée, les frelons qui parcourent le territoire pour chercher des sources de nourriture, ce frelon tombe sur cette tente, il se fait capturer, résultat, il ne retournera pas au nid, donc il ne pourra pas faire de rameutage. Si on capture un pourcentage suffisant de ces frelons éclaireurs, le rucher sera inconnu du nid, il sera invisible. Et pourquoi il sera protégé, le rucher? Parce que dans le même temps, il faut comprendre que d'autres frelons vont détecter des ruches non protégées et ils vont établir des chemins entre le nid et la ruche, un peu comme les fourmis. Les fourmis établissent avec des systèmes de traces odorantes sur le sol, elles établissent des chemins entre les sources de nourriture et le nid. Et les autres fourmis suivent ces chemins. Là, le chemin, il n'est pas établi dans l'air avec un chemin de phéromones. C'est pas possible. C'est pas possible, ça tiendrait pas. Par contre, il est entretenu par la connaissance. Les frelons qui, une fois, un autre frelon arrive. Si je fais une deuxième capture, alors là, ça va être une journée de folie. Une fois que les frelons éclaireurs connaissent le chemin, bien sûr, ils reviennent. Ils montrent le chemin à d'autres frelons qui sont moins en mode éclaireur, mais qui sont capables de suivre les frelons émoustillés. Et donc au bout d'un moment, un certain nombre de frelons connaissent le chemin, ils connaissent l'endroit de la ruche, et ils vont se servir toute la journée. Donc, si certaines ruches du secteur ou du quartier ne sont pas protégées, le matin et au cours de la journée, les frelons établissent des chemins vers ces ruches, et forcément, ils vont servir de garde-manger, et le rucher qui, lui, était protégé, eh bien, il sera ignoré par
il sera ignoré par le nid de frelon qui pourtant peut être à simplement 300 mètres. Voilà, ça c'est pour la théorie. Je vais le rappeler sans arrêt cette histoire. Et je pense que, en le rappelant sans arrêt, je pense qu'il y aura au minimum entre la moitié et 75% des apiculteurs qui comprendront pas. C'est la vie. En revanche, je pense que quand un apiculteur va voir cette vidéo, et quand il aura une tente installée sur son rucher, il se dira quand même le frelon là, il sort pas de la tente, hein. Donc il y a quand même quelque chose, à creuser, hein. Là, je sais pas combien de temps, ça fait quand même plusieurs minutes que je suis devant. Ça fait plusieurs minutes que le frelon vole, il est en train de s'épuiser et il n'a absolument pas changé son comportement. Il ne descendra jamais. Même quand il aura lâché son abeille, il ne descendra pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les frelons? On me pose toujours cette question. Alors, comment on fait? Est-ce qu'il faut les tuer? Est-ce qu'il faut les enlever? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rien faire du tout, il faut laisser faire. Demain matin, quand je vais venir voir la tente, je vais trouver des frelons qui marchent, même sur la tente à l'extérieur. Ils auront l'air de marcher sur la tente et d'être immobiles. Ces frelons, je pourrais les titiller, les toucher avec mon doigt. Ils s'envoleront pas, ils bougeront pas, ils seront inertes. Ce sont des frelons qui sont cassés. À force de voler comme ça pendant des heures, ils finissent cassés, ils ne peuvent plus voler et ils finissent par mourir dans l'herbe. Donc, on n'a rien à faire, on a juste à les laisser. Et même, on peut ajouter que le fait qu'ils sortent tout seuls de la tente, c'est bien, c'est un plus, parce que ça évite d'avoir une accumulation de frelons en haut de la tente. Tout le monde sait, tous ceux qui ont pratiqué les frelons avec des pièges par exemple, savent que les frelons attirent les frelons. Donc moins on a de frelons en haut de la tente, mieux c'est. Et en plus des frelons morts, avoir des frelons morts, c'est pas très bon, c'est des odeurs de mort qui influencent aussi probablement les abeilles. Voilà, le frelon s'est décidé à se poser sur la tente et il va probablement découper son abeille, voilà. Il va découper son abeille dans la tente. Ah, il la pique en plus, je crois. Oh non. Oh là, l'abeille n'est pas morte, c'est vraiment je suis pas sûr que l'abeille n'est pas morte, c'est dégueulasse. Bon. Donc le frelon va découper son abeille et il va se remettre à voler. Il n'a même pas fini. Il n'a pas encore découpé qu'il se remet à voler. Franchement, j'ai envie de rester jusqu'à ce que cet épisode soit terminé. Je suis chanceux. Je vais faire une première démo avec un modèle de tente 2022. Franchement, c'est une bonne journée pour moi. Allez, je filme d'un petit peu plus près pour montrer qu'ils volent. En fait, je m'approche pas trop de la tente parce qu'il y a des abeilles qui me tapent un peu. Voilà, ça dure, le frelon vole, se pose même pas, il porte une proie qui est quand même assez lourde, donc on comprend qu'il est en train de se détruire les ailes, quoi. Et une fois de plus, le frelon, il évolue à 10-15 cm du haut de la tente, hein. Il descend même pas de 30 cm. Donc on a une marge de sécurité qui est presque d'1 mètre, c'est énorme. Donc des frelons qui s'échappent de la tente une fois qu'ils sont entrés, je crois que j'en ai jamais vu. La seule possibilité pour lui, ce serait un accident, c'est-à-dire qu'il se cogne contre une abeille ou contre un autre frelon, qui tombe, il tombe tout en bas de la tente, et en remontant, il passe par la porte. Ça arrive, mais malheureusement pour eux, ça n'arrive vraiment pas souvent. Et en plus, comme je le disais, à ce moment-là, il a déjà lâché son abeille, et s'il s'enfuit sans abeille, pour moi, c'est un frelon taclé. Pour moi, un frelon mort ou un frelon qui repart sans abeille, c'est exactement le même résultat sur la protection du rucher. Ça, c'est une petite satisfaction personnelle. C'est le fait que la tente, au final, va tuer très peu de frelons. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de frelons sur le rucher. C'est sympa quand même. Hop, 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 hop. Les abeilles, en fait, je crois, sont pas très habituées à me voir sur le rucher. Oh putain. Oui, c'est bon, voilà. Illustration. Donc dès qu'elle touche, même la caméra, donc on dit que c'est à cause des ondes électromagnétiques que les abeilles attaquent les téléphones. Mais là, la caméra, je crois qu'il n'y a pas de Wi-Fi activé. Je pense pas que ce soit ça, hein. Peut-être que l'écran
émet quand même des ondes électromagnétiques de base. C'est possible, hein. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être, ça se trouve, c'est peut-être pas les ondes radio qui énervent les insectes. C'est peut-être les ondes de l'écran. Intéressant comme idée, faudrait vérifier. Frelon en haut de la tente qui vole. Toujours à la même hauteur. Je crois que c'est une démonstration assez convaincante. Qu'est-ce qu'il est ? Il est là, il s'est posé sur le voile et il essaie de découper l'abeille. C'est vrai que s'il arrive à découper l'abeille, ça sera plus facile pour lui de voler. On pourrait même imaginer si le maillage était trop gros, on pourrait imaginer qu'il traverse le maillage avec l'abeille. C'est beaucoup trop dur. Il doit d'abord lâcher sa proie avant de traverser. Et encore, il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus. Si un frelon de taille normale ne traverse pas ce maillage. Bon, bah sinon, je vois pas d'abeilles coincées, hein. Rien du tout. Enfin, une qui est en bas, là, mais elle n'a pas l'air coincée, elle est sur le tissu. Et où? Toujours au même endroit. Bon, cette fois, il va réussir à la découper, c'est presque fini. On va voir comment il vole quand il aura l'abeille en format juste le thorax. Ah, là, il a l'air décidé, hein. Et ça y est, il se remet à voler. Voilà le destin d'un frelon qui s'est fait capturer par une tente. Rester en haut de la tente et s'épuiser. Jusqu'à ce que quasi-mort s'en suive. Alors on voit des abeilles sortir aussi, hein, sans difficulté. On remarque qu'on perd une abeille dans ce cas-là, et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours le cas. Souvent on voit des frelons qui montent en haut de la tente, qui se mettent en mode panique, en mode fuite, et à ce moment-là ils ne prennent même pas le temps de capturer une abeille pour être capturés. Ce qui est plutôt bien. J'ai vu une abeille qui a profité de l'intervalle entre le tissu et le tube. Donc bah, je peux laisser ça comme option, hein, je pense. Alors le chat, c'est mort ou vivant? Bon monsieur. Bonjour. Vous êtes en train de faire vos repas là? Non. Encore? Non. Quoi, vous voulez du miel? Non, pas du tout, c'est parce que je voulais récupérer un peu d'appropolis. Ah, de la propolis, bah, je vous en mets de côté. Oui, s'il vous plaît. Je vous en mets de côté. Hein? Moi je la garde même pas, donc Ah non, moi, vous n'avez même pas besoin de tout ce que je trouve, je vous la garde. Vous n'avez pas besoin de la nettoyer. Ah ouais? Brute, parce que moi je la mets dans l'alcool et ensuite je m'en sers pour les tailles. Pourquoi? Pour les tailles d'arbres. Ah bon? D'accord. Parce que pour lutter contre les maladies, c'est excellent. C'est fait pour ça, ouais. Mais je n'aurai pas des quantités phénoménales, hein. Non, mais monsieur, vous savez, quand j'en aurai 50 grammes Ah bah je vous en donnerai plus que ça. dans un litre, bah voilà. Mais ce qui se passe, souvent, c'est que c'est mélangé avec de la cire, mais c'est pas grave. Aucun problème, ça va se dissoudre, je vais épurer ça. Génial.
Bon, alors, je crois que cette fois le frelon n'a qu'un morceau d'abeille, il a que le thorax. Et donc, il vole plus facilement là. Hein. Il est moins gêné, c'est plus léger. Il vole plus vite. Et on voit qu'il reste toujours à la même hauteur. Donc, c'est parti pour lui. C'est parti pour 1 heure de vol, 2 heures de vol. Je ne sais pas combien de temps il va tenir avant de se poser. Mais si j'attends un certain temps, il va finir par se poser sur le maillage et essayer de le traverser. Après, l'étape d'après, il va se fatiguer, il va lâcher la proie. Désespéré, il va lâcher la proie et il va continuer de errer en haut de la tente. Et voilà, et c'est fini. J'ai vraiment eu de la chance parce que depuis tout à l'heure j'ai pas vu un seul autre frelon arriver. Hein. Donc c'est absolument sûr que ce frelon était un frelon de passage, c'est-à-dire potentiellement un frelon éclaireur, un frelon découvreur. Il aurait facilement capturé une abeille, il serait reparti à son nid et il serait revenu. Hein. Et en revenant, il aurait ramené 1 ou 2 autres frelons, et voilà, et c'est parti, hein. La ruche, le rucher est découvert. Voilà aussi pourquoi je rabâche dans les forums, mais de moins en moins, parce que je pense que ça sert à rien en fait. Ce n'est pas une bonne chose de mettre des pièges à appât sur les ruchers, parce qu'on attire les frelons avec l'odeur. Il faut pas faire ça, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est un peu évident, quoi. C'est du bon sens. Continue de voir le frelon tout en haut de la tente. Donc on voit qu'on a une marche confortable, hein, parce qu'on voit qu'il évolue sur 10, 15, 20 cm à tout casser, alors qu'il devrait franchir 1 mètre pour arriver à la porte. C'est impossible, il n'a aucune chance. Et on voit que depuis tout à l'heure, il n'y a pas d'accumulation d'abeilles en haut de la tente. Les abeilles évacuent par le toit de manière régulière, sans souci. Après, ce qu'on pourrait faire en bas, c'est observer combien d'abeilles partent vers le haut. Bon, en plus, la tente, je viens de la poser aujourd'hui, donc avec l'habitude, au bout d'un jour, les abeilles apprennent à sortir tout droit, bien sûr. Donc il y en a de moins, je les vois, elles sortent tout droit, il n'y a pas de souci. Donc là, il y avait une remarque qu'on pouvait se faire, en tout cas que j'ai découvert cette saison avec Damien, c'est que si jamais on a une ruche qui est entre guillemets pas bien orientée, et si on voit des abeilles qui partent sur la droite ou sur la gauche au lieu de partir tout droit, là, la solution, ce sera de faire pivoter la ruche pour qu'elle parte tout droit. Sinon, on risque de constater qu'il y a trop d'abeilles qui montent en haut de la tente. C'est vraiment un détail. Hein. Mais ça peut valoir le coup de l'écrire dans les conseils à donner dans le notice d'emploi. Je ne vois plus mon frelon, je vais aller voir ce qui lui est arrivé. Voilà, le frelon est là. Ah bah voilà, on passe un peu à l'étape d'après. Il s'est posé.
Ce qui est dingue, c'est qu'il s'est posé. Il s'est posé. Ça, c'est les travailleurs du jardin médiéval. Le frelon s'est posé et je m'aperçois qu'il n'a pas encore découpé son abeille. Donc il est vraiment pas très avancé. Donc il est en mode je marche sur le tissu maillé, je marche, je cherche une fissure. Donc là au moins maintenant il va arrêter de s'épuiser. Mais il va se stresser comme ça pendant des heures. Au bout d'un moment il en aura marre, il va lâcher l'abeille. Et il continuera de marcher. À partir du moment où il a lâché l'abeille, j'ai gagné. Parce que dans le meilleur des cas pour lui, il repartira sans abeille. Et personne ne peut croire que ce frelon pourra faire du rameutage en ramenant 0 abeille au nid. Bon, je suis prudent, hein, je m'approche pas trop de la ruche pour pas me faire taper. C'est qu'ici, comme je vais commencer à dire maintenant, j'ai des vraies abeilles. Des abeilles qui piquent. Pas des abeilles d'élevage où on voit un gars. Oh putain! On voit un gars. Hier, je me suis moqué d'un gars qui l'a bien pris. Hein. Malin, l'apiculteur. Je me suis moqué de lui parce que le gars, c'était visiblement un pro ou semi-pro. Il faisait une récolte bras nus, short et tête nue. Waouh! Le gars, il ouvre ses ruches sans aucune protection. Alors là, j'étais scotché, là. Donc je lui ai balancé une vanne. Il l'a bien pris, il a rigolé. Mais le danger, il est réel quand même. Hein. Parce que ce gars, il est expérimenté. Ça fait probablement 10 ans, 20 ans, je sais pas, moi, 30 ans qu'il fait ça. Sauf que un jour, il va vieillir. Il sera beaucoup plus vulnérable au venin d'abeille sans jamais s'en rendre compte. Parce qu'à un moment donné, il y a une frontière, hein, il y a un seuil. Ce jour-là, il n'y a pas de bol, il subira une attaque d'une colonie un peu lunatique et il aura un accident grave. Voilà, c'est tout. Hein. Donc pour rigoler, je lui ai dit c'est pour alimenter les 30 apiculteurs morts par an. Et le gars, il a l'humour, il a rigolé, il a liké mon commentaire. Mais bon, il devrait aussi réfléchir un peu. Hein. Ma critique, elle est quand même très 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 valable. Bon, mon frelon qu'on marche maintenant, ça y est, il a arrêté de voler. Hein. Il a arrêté de voler. Il a compris que il sortira pas en volant. Donc il marche. Il marche, mais il n'a pas encore compris qu'il est foutu. Il n'a pas encore compris qu'il est dans une situation très grave, parce qu'il est encore en mode greedy. Il veut garder sa proie. Donc ça veut dire qu'il croit encore qu'il va s'échapper avec sa proie. Donc, frelon, ça rigole pas. Un frelon, c'est tenace. Hein. C'est pas un petit joueur, frelon. Donc il va continuer de marcher avec sa proie. Et en ayant la proie dans le bec, dans les serres, dans les mandibules, il va diminuer ses chances de trouver une fissure dans la tente. De temps en temps, il s'arrête et il essaie de la découper. Il essaie de finir le travail. Mais apparemment, il a du mal. Et la raison, à mon avis, c'est que c'est un frelon de début de saison qui n'est pas encore très très aguerri à la capture d'abeilles. Il doit être encore en train de peaufiner sa technique. Il met trop longtemps pour le faire. Il n'y a pas un côté systématique. Il n'y a pas un côté méthodique, procédural pour dans un premier temps s'alléger en prenant que la partie intéressante de l'abeille et ensuite voler plus facilement parce qu'il y a moins de poids à porter. Mais non, sinon il aurait fait ça depuis longtemps. Donc moi tant qu'il n'est pas parti, j'ai un peu envie de rester pour voir. Hein. C'est pas dans le début de saison, c'est pas facile de faire des vidéos de démonstration. Et là j'en ai une, je la tiens. Je vais essayer de la garder. Hein. Je la pousse un peu. J'adore ma fontaine. Elle gaspille pas d'eau. Elle fait plac, plac, plac. Elle humidifie les galets. Je vais cailloux. Et c'est des trucs d'aquarium ça. Moi je soigne mes abeilles. Je leur mets des cailloux d'aquarium. Et mais il n'y a pas tellement d'abeilles, d'insectes dessus. Mais ça pourrait venir.
La raison, c'est que simplement il y a de l'eau partout et qu'elles n'en ont pas besoin. Mais si un jour il y en avait besoin, bah, ça pourrait leur sauver la mise. Surtout que ce qui m'inquiète le plus, c'est imaginons qu'il n'y ait plus d'eau, que les abeilles se tournent vers des sources d'eau de moins bonne qualité et qu'elles s'empoisonnent. Et alors là, ça va vite. Hein. Si ça arrive, c'est vite terminé. Hein. C'est incroyable parce que depuis tout à l'heure, il n'y a pas de frelons qui sont venus. Ça veut dire que ce rucher n'est pas du tout détecté par un nid de frelons pour l'instant. Si ça se trouve, ce frelon venait d'une plus grande distance. Mais à partir du moment où il est là, ça veut dire qu'il est capable d'être là. Ça veut dire que c'est peut-être un frelon un peu plus loin, peut-être 1 kilomètre, ce qui est énorme. Et s'il a besoin de nourriture, bah, le 1 kilomètre, il les fera avec ses copains. Hein. Donc tôt ou tard, le rucher serait attaqué. La ruche horizontale continue de carburer. Franchement, je suis réconcilié avec la ruche horizontale. Hein. C'est impressionnant de les voir travailler. L'installation de la ruche est galère parce que c'est trop lourd, c'est trop gros. La construction à partir d'un essaim qui carbure s'est faite à une vitesse énorme, super vite. Par contre, j'ai compris un truc, c'est que la construction, il faut pas la stopper, quoi. Il faut, quand elle est stoppée, elle reprend pas, parce qu'après il y avait plus de place. J'ai rajouté une barrette ou deux et la construction n'a pas repris en continu. Je pense que s'il y avait eu plus de barrettes, elles auraient continué de construire jusqu'à tout remplir, presque sûr. Donc elles auraient continué de bâtir pendant encore une semaine, et il y aurait plus de rayons. Maintenant, je ne sais pas si c'est bien qu'il y ait plus de rayons, peut-être que c'est pas une bonne idée. Voilà le frelon qui est en haut, il est en train de finir de découper son abeille. Je me recule, j'attends. Il va se remettre à voler, je pense, après. On voit que ma tante, elle bascule un peu vers le devant. C'est pas équilibré. Il faudrait que je me mette. Oh non. Fais chier. Voilà un dard ici, là. Merde. Mes filles, elles me piqueraient jamais. C'est pas bon pour moi. Je voulais passer sur Arte, mais c'est foutu. Merde. Bon, ça va. J'ai eu ma piqûre du jour. Donc je disais que la tente bascule un peu par devant. Il faudrait que je mette quelque chose sous le cadre. C'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Une barrette. Une barrette, ce serait bien. Alors, piquer à peu près au même endroit qu'avec le frelon, qu'est-ce qui fait plus mal? C'est pas la même chose, hein, en tout cas. Piqûre de frelon et piqûre d'abeille, c'est pas du tout la même sensation. Je pense qu'aucun des deux ne me fait vraiment mal. Je suis un dur à cuire, moi. Je vais essayer de... Bon, bah, j'ai quand même protégé, hein. L'autre jour, il y a le même gars, là, qui m'a l'air d'être un observateur de fin du monde, qui disait que j'avais tort de déplacer mes ruches ouvertes. Non mais il est fou le mec. Je déplacerai jamais une ruche ouverte, ça va pas la tête. Tiens, un frelon qui arrive là. Ce truc là, c'est un frelon? C'est quoi? Non? Si? Ouais. Là c'est un frelon là devant. Il a l'air très rapide, très nerveux. C'est un petit frelon. Très rapide. Oh là là, il attaque. Oh la vache, oh la vache. Ce frelon, il attaque bien. Très rapide, mais il est petit. Il doit avoir... Oh putain. Rien à voir avec l'autre. Hein. Ah, il vient pas du même nid. Hein. Eh oui. Celui, c'est un ninja. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, je me suis fait piquer. Je vais attirer les abeilles énervées. Un frelon sur les ruches à droite là-bas. Très rapide. Pas très efficace à capturer. Petit, je pense que les abeilles doivent peser lourd pour lui. Ah, il tourne autour. Super vite. Il s'intéresse beaucoup à la ruche à droite. Donc ça, c'est aussi un truc à considérer. On n'a aucune obligation de mettre une tente sur chaque ruche. Alors il faut observer
et mettre les tentes sur les ruches qui sont le plus attaquées. Ça se voit tout de suite, hein. Il n'y a pas besoin d'observer longtemps. Là par exemple, je viens de voir que le frelon il s'attaquait à la ruche de droite, là juste à droite, de préférence. Bon, après il faut confirmer, hein. Il continue d'ailleurs là. Il est sur cette ruche. Donc si c'était toujours le cas avec plein de frelons, bah je déplacerai ma tente sur devant cette ruche là. Et voilà. S'il n'arrive pas à capturer, il va aller du côté de la... Oh putain, il court après les abeilles. Un frelon qui court après les abeilles, c'est un frelon sans expérience. Un frelon expérimenté, ça gonfle un petit peu, genre piqûre de... Pam pam pam. Ouais, genre piqûre de guêpe. Quand on a une petite boursouflure comme ça, souvent c'est une piqûre de guêpe. Mais à mon avis, ça veut plutôt dire que c'est l'effet du venin à proprement parler. Ce n'est pas l'effet de l'allergie. Quelqu'un qui est allergique, même un petit peu, normal quoi, il n'aura pas une boursouflure blanche comme ça. Il verra quasiment rien et là, autour, ça gonfle. Mais là, moi, comme je suis un petit peu, on va dire modestement, un peu désensibilisé, eh bien, ça ne gonfle pas. Par contre, ça fait cette petite boursouflure façon guêpe. Comme j'ai eu d'ailleurs avec le frelon, qui disparaît assez vite. Voilà le frelon qui continue de virevolter devant. Cette fois, il s'est déplacé vers la tente, ce qui me plaît. Si ça dure trop longtemps... Ah ouais, non, il est devant la ruche horizontale. Ah, il est très décidé, hein, ce frelon. Il va passer d'une ruche à l'autre, donc s'il ne capture pas assez vite, il va finir par chasser devant la tente et il se fera capturer, j'espère. Là, carrément, il tape les abeilles de la ruche horizontale. On voit qu'il il chasse très très mal. La bonne technique, c'est de se mettre en vol stationnaire, d'attendre une abeille qui vient lentement vers lui, aller à sa rencontre et la capturer facilement. C'est ça la bonne technique. C'est la technique qu'ils utilisent quand ils ont de l'expérience. Il court, il va d'un... Ah, voilà, le frelon... Ah, et voilà. Il s'est intéressé, voilà, ben ça c'est sûr. Il est rentré dans la tente. Bien sûr, il a capturé facilement une abeille dans la tente. Pourquoi c'est facile de capturer une abeille dans la tente? Parce que... Oh là 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 là. Ah, ça c'est une honte ce qui vient de se passer. Pourquoi c'est facile de capturer dans la tente? Parce qu'il y a des abeilles qui sont posées sur la tente. Donc le frelon il fonce dessus, il la coince, c'est facile. Là ce frelon a une chance incroyable. Il a la chance des petits frelons. Comme l'abeille, ça c'est Damien qui me l'a fait remarquer, justement. Et je pense que je le savais avant. Mais c'est logique. Le frelon, quand il a attrapé son abeille, elle était trop lourde pour lui. Donc il s'est laissé surprendre et il est tombé. Il est tombé de 30-40 cm. Et après il s'est envolé et il y avait la porte en face de lui. Alors il s'est échappé par la porte. Mais ça marchera plus après. Hein. Là, s'il était monté jusqu'en haut de la tente, il aurait subi le même sort que l'autre. Et ça marchera pas après quand il sera plus gros. Il sera capable de porter l'abeille facilement et donc cet incident ne pourra plus arriver. Donc il a eu beaucoup de chance. Et moi de le filmer. J'ai envie d'arrêter ce test parce qu'il est largement concluant. Pas d'abeille coincée contre le tube, même s'il y a un petit espace, là il y en a une abeille, il y a un petit espace, donc moi laisser la possibilité de cet espace, c'est pas gênant, je la laisserai. Je vais laisser la possibilité de cet espace, mais c'est de la mousse, c'est pas important. Ensuite on a le frelon là, le frelon est désespéré, on voit que il a pas lâché l'abeille, mais il est immobile. Il est immobile, il cherche même plus à sortir. Voilà, je peux arrêter ma vidéo. C'est parti, je me rentre.